et en 2027. Donc le rôle, c'est de prêcher la bonne parole, renforcer la formation et la sensibilisation à la cybersécurité en région Centre-Val de Loire. Donc là, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille dessus. Donc on a mis en place pas mal de sujets en lien avec notamment l'hygiène numérique. Donc on a déjà réalisé plusieurs formations en vue de former, de renforcer les formations pour les enseignants, donc notamment enseignants de BTS, Bac Pro, Ciel et récemment les ingénieurs du CNRS. C'est des formations qui durent 2 jours, qui sont faites sur mesure euh, autour de la virtualisation et de la sécurité système réseau. On a fait aussi, donc là, c'est à peu près 100 personnes qui ont été formées de manière assez avancée. De la médiation auprès des collèges-lycées. Donc là, c'est à peu près 1 millier de collégiennes, lycéens, lycéennes et collégiens qui ont été formés. C'est des après-midi de formation, de vulgarisation sur la cybersécurité. On a aussi mis en place des plateformes de gestion de crise et de compétition CTF. D'ailleurs, on a eu le COP Cyber il y a 2 semaines pour un exercice avec les étudiants. Ils ont été très stressés de ma présence. Ils ont bien joué le jeu. On a fait aussi un exercice avec notre direction et ça a été, les retours ont été très très intéressants dès le départ. Quand on coupe le réseau, après on ne peut plus envoyer de mail pour prévenir qu'il y a un problème. Et donc, dans le cadre de CyberXA avec le Crésit, on travaille sur l'étude d'objets connectés. Donc là, on est sur la première phase. Euh, on est parti simple. On a pris les 10 objets, une dizaine d'objets les plus achetés sur Amazon. Donc, vous verrez après quelques exemples. Et on a regardé est-ce qu'on arrivait ou pas, pour tout le Crésit, à trouver des failles et exploiter ces objets. Bon, bah, ils sont presque tous cédés, baptisés pour la suite. Donc ça, c'était ce qui a été fait sur la première phase. Donc les différents membres de CyberInsa, il y a l'INSA CVL. Donc on a une formation sur Bourges et Blois. Sur Bourges, on a une formation en cybersécurité qui s'appelle Sécurité et technologie informatique. Statut étudiant et apprenti, donc à peu près 100 étudiants par promo. On est labellisé SecNuMedu. On va bientôt repasser la labellisation. Et donc, Numinium, l'Université d'Orléans et l'Académie d'Orléans-Tours qui font partie du projet CyberInsa. Je vous dirai 2 mots à la fin pour présenter la suite de ce qu'il devrait faire dans le projet avec le Crésit. Je vais pas rester devant. Donc, dans ce qui va vous être présenté, bon, on l'a un peu, la gendarmerie en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on a un protocole bien précis qu'on a essayé de respecter pour chaque objet qui va vous être présenté dans une des premières slides. Et après, bah, les catégories d'objets qui ont été retenues par rapport aux achats qui ont été faits effectivement sur Internet, c'est à base de télécommandes qui vont piloter des appareils, les badges RFID, et en termes d'ondes radio pour la communication entre les différents appareils, on est sur des fréquences de 433 mégas, 869 et 2 giga 4, à peu près tout le panel de ce qui se fait actuellement, à savoir sur des capteurs de pression de voiture, sur des alarmes incendie et des prises commandées et des capteurs qui remontaient l'information également sur la fréquence. Donc, Jérémy est arrivé, il a posé un gros carton sur la table et il a dit voilà, amuse-toi, essaye de craquer un peu tout ça. Donc, on part du principe, effectivement, on déballe et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit une boîte avec un descriptif, le produit et le peu de documentation qu'on a dessus. Même pas forcément l'application qui va avec sur le téléphone, puisque sur certains produits, c'est juste la boîte. Il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Le produit doit parler de lui-même et puis débrouillez-vous pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on trouve des informations sur Internet. Est-ce qu'il y a des descriptions du produit, sur quelle gamme de fréquences ça va fonctionner. Normalement, s'il y a un marquage CE sur le produit, ça n'a pas été le cas pour tous. Certains n'avaient pas le marquage CE. Et oui, ça, on trouve ça. Vous l'achetez sur Amazon et vous cherchez. Si vous le déballez du carton, vous avez le produit dans votre. Sur le carton, il peut y avoir le CE, mais sur le produit, non, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est du plastique pur et dur, même sans sérigraphie pour certains. Donc, on cherche à savoir sur quelle fréquence ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un manuel d'utilisation qui peut déjà donner des informations sur comment ça peut communiquer, les différents ordres qui peuvent être passés ou pas.
Et pour certains sur lesquels il y a des marques, ça nous a été utile parce que le fabricant qui fait une marque, des fois, on le verra par la suite, il a le même protocole d'utilisation de tous ses produits. Donc, si vous arrivez à en hacker un, bah, c'est duplicable sur tous les autres parce ils ont mis la même chose dedans. Donc, c'est assez simple à faire. Et donc après, bah, on met le produit en situation, on essaie de récupérer de l'information quand ça communique. On analyse, donc on capture les trames, on les analyse, et puis on essaye soit de se faire passer pour lui, soit de l'attaquer pour essayer de l'arrêter et de faire d'autres types d'attaques derrière. Donc les produits premiers concernés, on ne citera pas les marques, déjà je ne les connais pas, mais les trois quarts, ce sont chinois, voire 99,999% des cas, c'est chinois. Donc ça va être une horloge murale ou une lampe de musique. Elle fait plusieurs choses. On peut la piloter à distance pour augmenter le volume, passer à la chanson suivante, jouer avec les couleurs de lumière. Et on peut aussi balancer du son en Bluetooth. Donc, là, dans ce cas de figure-là, on est basé sur de l'infrarouge, on ne s'occupe pas du Bluetooth. Donc l'idée, c'est de pouvoir capturer la trame qui est envoyée depuis les télécommandes pour pouvoir utiliser ce qu'on veut comme télécommande pour pouvoir piloter les produits à distance. Donc, comme tout bon électronicien que nous sommes, nous, dans les tiroirs, on a quelques télécommandes infrarouges. Donc, on en désosse une, on a dans les tiroirs, puisqu'elle a la fameuse LED infrarouge qui va pouvoir recevoir le signal infrarouge de l'autre télécommande. On connecte derrière un oscilloscope. Bon, il faut avoir le produit, forcément, l'oscilloscope. Et puis, on essaye de regarder ce qui passe comme trame de signal quand on appuie sur la télécommande. Et si on fait les bons réglages, et ben on arrive à avoir quelque chose avec un signal où on voit des choses. On voit que pendant un certain temps, bon, après je vais parler un petit peu technique, donc on va dire qu'il n'y a pas de vague, donc c'est une tension constante, donc absence de porteuse. Et puis après, on voit quand il y a des vagues, ben, tantôt elles sont plus ou moins grandes, et puis c'est surtout, elles se répètent toutes à peu près de la même façon, sauf qu'à certains moments donnés, on voit elles sont plus espacées les unes des autres, donc la fréquence change. On voit qu'il y a de la modulation en plus de la trame. On sait qu'on est sur de l'infrarouge et on se pose la question, bah, qu'est-ce que je peux trouver dans la littérature qui va me permettre d'obtenir à peu près ce type de signal-là? Au miracle, quelques coups de Google, un petit coup d'intelligence artificielle, et on voit qu'effectivement, en infrarouge, il y a des protocoles qui existent. Et puis, il y a une norme qui est protocole NEC qui existe et puis qui ressemble, grosso modo, à peu près à la même chose. Un grand temps où il n'y a rien, après, du signal. C'est à peu près la même chose. On se dit, est-ce qu'on est tombé sur le bon? Parce que bon, il y a plusieurs versions, il y a la 1 et la 2. Quand on commence à regarder les timings qui sont annoncés dans la norme entre les différentes phases, on retombe de manière très, 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 très similaire. Après, c'est les réglages voilà, avec l'oscilloscope. On retombe sur la même chose, on se dit, banco, c'est forcément ce code-là. Alors, comment on reconnaît les 0 et les 1? Eh bien, on regarde dans le protocole comment c'est fait. On voit que les 1, c'est quand c'est très serré, et quand enfin, les 1, c'est quand c'est pas serré, les 0, c'est quand c'est très serré. Et quand on essaye de transposer ça à, tiens, c'est très serré, bah, c'est des 0, on les compte, après des 1. Bah, on arrive, grâce à l'oscilloscope, à avoir le code qui soit. Alors, est-ce qu'il est chiffré, pas chiffré? Je ne sais pas, mais a priori non, puisque de toute façon, le protocole NEC ne chiffre pas ces informations. Donc, si on est capable de rejouer ce même signal avec notre appareil la LED, bah, c'est banco. On fait tout ce que fait la télécommande initiale, on est capable de le faire. Donc effectivement, il faut avoir le matériel qu'il faut. On est capable de régénérer derrière les signaux et puis de rejouer l'information. Si on veut embêter les gens, il suffit de bien éblouir le capteur. Hein, ça reste comme de la lumière, même si c'est un peu infrarouge. Et si on éblouit trop, on peut empêcher le signal de passer. Donc effectivement, il faut avoir du matériel, de l'argent, et des compétences aussi en électronique. Alors, si vous n'avez pas tout ça, bah, il y a le petit flipper. Il y a des petits produits que vous trouvez sur Internet. Hein. C'est pas plus grand que ça. Ça coûte pas très cher, moins de 300 euros, et ça fait le job en 10 secondes. Donc, il y a la façon scientifique et puis la façon je ne connais rien, mais il y a un produit qui existe, c'est en vente libre. Et voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être un gros hacker des fois pour réussir à faire en sorte d'être dans le bar et puis de changer la chaîne parce que le foot, ça vous ennuie. Bon, après, toute l'assistance va être de brailler, mais il ne saura pas qui c'est qui a appuyé sur la télécommande vu qu'il n'y a pas de télécommande et que c'est vous qui l'avez piqué quand quelqu'un est parti aux toilettes et que vous avez juste appuyé sur la bonne touche. Voilà, en 5 secondes, c'est fait, et puis ça embête tout le monde. Deuxième test, ça c'est plus parlant parce que beaucoup d'entre vous doivent avoir des véhicules qui remontent le fait que le pneumatique est en panne ou des fuites de pression. Et ça, c'est quelque chose qui est, réglementairement parlant,
il y a certaines catégories de véhicules depuis juillet 2024 qui sont impactées, et notamment les trucks. Tous les camions ont ce type de capteur, je pourrais le faire passer, dans la jante du véhicule. Donc, il est en deux parties. Il y a le capteur en tant que tel, et puis après, il y a la valve. Donc, soit vous achetez le système tout fait, soit vous ne l'avez pas, soit c'est le constructeur qui l'a déjà mis dans la voiture. Mais voilà le genre de produit que vous pouvez acheter sur Internet et qui se retrouve dans les quatre jantes, parce que de toute façon, on surveille les quatre pneus des véhicules. Donc, alors moi, je ne connaissais pas au départ le TPMS, hein, c'est ce type d'information. Ça fonctionne, on regarde la littérature en 433 MHz. Et en général, il y a deux modes de fonctionnement. Il commence à parler. Normalement, c'est dans le véhicule, il y a pas, comme vous voyez, il n'y a pas d'accès direct à une pile, vous ne pouvez pas la changer. Donc, c'est faible consommation et donc ça ne parle pas tout le temps. Pour réussir à le faire parler, cet engin-là, soit vous le mettez dans un véhicule, vous faites tourner la roue. Donc, je me vois pas faire des tours sur le parking avec le véhicule pour faire les tests, hein, vous comprenez bien. Soit vous faites en sorte qu'il détecte qu'il y a une baisse de pression de plus de 2 bars. Donc, dans le descriptif, moi, j'ai vu un petit peu des choses sur Internet que les gens faisaient. J'ai pris un pulvérisateur. Là, vous avez toujours de la pression dans le pulvérisateur. J'ai mis le capteur dans le pulvérisateur, j'ai monté la pression, et après, j'ai descendu la pression du pulvérisateur. Et là, c'est miracle, il s'est mis à parler comme un fou. Et donc, j'ai pu capturer des trames là-dessus en allant écouter les trames avec un petit appareil qui coûte également moins de 300 euros. Une plateforme SDR, enfin de radio logiciel, que vous pouvez aussi acquérir voilà, sur tout bon site marchand de hack, qui se connecte sur le PC et qui permet de récupérer des signaux radio qui vont de 10 mégas jusqu'à 6 gigahertz. Il est capable de les récupérer et de vous les afficher via un ordinateur. Et après, tout ce que vous ferez du signal, c'est l'ordinateur qui va le faire. Mais pour la récupération du signal, c'est cet appareil-là qui fait le travail. Ça ne sera pas celui-là. Donc, quand on regarde un petit peu la documentation et qu'on s'intéresse à ce type TPMS, qu'on regarde sur Internet, on cherche un petit peu et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont fait des librairies qui permettent de récupérer ce genre de signal-là. Et donc, est-ce que j'ai dit oui? Vous avez une librairie. Si vous travaillez sur des systèmes Linux, il n'y a même rien à faire. Vous faites la commande qui permet d'installer RTL 433 et vous avez de suite l'application qui permet de récupérer enfin, de traduire les signaux qui peuvent être récupérés à partir vraiment d'une source radio. Donc, la source radio, c'est elle qui va la récupérer. Elle va être connectée au PC, elle va la donner à manger à RTL 433 et vous allez avoir la lumière. Donc, j'avoue que les slides ne sont pas forcément visibles de très près. Je vais me rapprocher moi. Donc là, c'est quand j'ai commencé à le faire parler, l'appareil. Donc, il décode tout un certain nombre de protocoles, des TPMS, parce qu'il y a plusieurs fabricants qui ont leur système. On verra sur les slides d'après un peu de tout ce que j'ai pu récupérer. Donc, j'étais tranquille dans mon bureau. En bas, là, vous voyez, il y a la grande route qui passe à côté. Il y a l'autre route à côté et le parking. Et puis, il y a des véhicules qui passent. Et donc, moi, je m'intéressais qu'à ce petit capteur qui circule là. Et je m'attendais à voir ce petit capteur. Là, je me dis, quand est-ce qu'il va parler? Quand est-ce qu'il va parler? Et puis, quand j'ai lâché la pression, on a tout vu. Donc, il m'a retourné effectivement comment il s'appelle, la pression qu'il voyait. Donc, forcément, 45 kg dans un pneu, ça fait beaucoup. Bref, enfin, moi, je voulais m'assurer qu'il parle, donc j'avais mis la pression et je n'avais pas moyen de savoir. Et elle me retourne la température. Donc, ça, c'est des chiffres qui apparaissent en clair. Bon, je ne savais pas si c'était chiffré ou pas. C'est le logiciel qui me renvoie les résultats. Donc, on va le croire. Donc, je vous ai mis un petit zoom un peu sur le sujet. Effectivement, le protocole, il voit que là, en l'occurrence, c'était des exemples de ce que j'ai pu récupérer. Des shredders. Donc, shredder, pour ceux qui connaissent un peu les vélos, c'est le type d'embout qui va au bout des valves. Vous avez Presta, autrement, qui est une proposition. Puis Renault, bah, voilà, d'autres fabricants. Donc, la température, les pressions. J'ai des informations différentes suivant à peu près les types de capteurs qui arrivent. Et puis j'ai laissé tourner le truc parce que voilà, j'étais en train de regarder mes signaux et tout. Et puis quand je suis revenu sur le logiciel, wow, j'ai vu une Hyundai, j'ai vu un camion, une Toyota, une autre Hyundai, une Citroën, un camion. Oh là là, moi, c'est pas cela que je cherche, mais en tout cas, j'arrive à les voir. Et puis j'ai les informations, les appareils sont clairs. La batterie, la température, la pression. Bon, là, je m'aperçois que ça doit pas être bon. Alors, c'était peut-être. Alors, c'est pas forcément que ce soit bon, c'est peut-être que la valeur, elle est peut-être pas en degrés Celsius, elle est autre chose. Le logiciel n'est peut-être pas infaillible non plus. Bref, j'arrive à voir des choses.
Puis je l'ai laissé. Puis quand j'ai fait d'autres tests, j'ai vu même des choses qui ne sont pas forcément du tout des capteurs de pneumatique. Proof Security, Nexa Security. Je dis, oh là, click VV Switch, Proof Security, Nexa Security. Oui, il parle beaucoup celui-là. Et puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui permet de faire du on-off, peut-être un cadenas sécurisé et tout. J'ai regardé un petit peu. Puis il y a quelqu'un dans le bâtiment qui a une prise connectée qui fait on-off, puis que ça parle, et puis que c'est en clair, et puis que si je suis méchant et que je capture la trame, peut-être qu'il va voir que son appareil ne marche plus, ou il s'arrête tout seul, je sais pas. En tout cas, on voit que ça existe et on voit qu'on peut potentiellement avoir le moyen d'action sur sa prise, qui pense pouvoir être le seul à pouvoir piloter dans le bâtiment. Bon, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était de voir la chose. Donc, pour anticiper un petit peu la vidéo qui va passer, parce que je ne vais pas faire la démo en live, on va remettre la vidéo au début. Voilà, donc sur l'espace de gauche, c'est l'écran qui a, il n'a pas celui-là, mais il a une autre carte qui permet de récupérer le signal pour que l'application voit ce qui passe. Et puis, j'utilise cette carte-là, moi, pour réinjecter du signal. Donc, j'ai capturé une trame à un moment donné avec cet outil-là, l'Universal Radio Hacker, qui est libre aussi d'accès. J'ai enregistré une trame pour pouvoir l'analyser et puis voir ce que je pouvais en faire. J'ouvre le fichier que j'avais déjà pressé. Donc on voit la trame, on voit que je n'avais pas de signal, et puis quand le capteur envoie sa trame, il y a plein de choses qui se passent, et ça se passe 2 fois. Et si je rejoue la trame, on va vérifier ce qui se passe là. Quand je rejoue la trame, il y a 2 signaux qui passent, et on s'aperçoit que c'est effectivement les 2 instances de communication, ils renvoient 2 informations sur le capteur. Donc j'étais capable de la rejouer juste en faisant l'action. Alors l'outil, il va au-delà, c'est qu'on peut lui demander sur l'action, enfin sur le code qu'on a vu précédemment où c'était du signal analogique, il est capable de numériser ça et de ressortir des informations par rapport aux différents protocoles que lui connaît et par rapport à de la modulation d'amplitude, modulation de fréquence et voilà, plein de choses comme ça. Donc, de ces trames-là, lui, il a identifié qu'il y avait effectivement, on a vu qu'il y avait 2 passages, deux émissions. Déjà, il a vu qu'il y avait 2 lignes. Chaque ligne correspond aux 2 émissions et à des données qui passent. Donc, si on connaît un petit peu les protocoles, voilà, il y a un codage. Nous, on a un codage de Manchester. On va afficher non plus sur des bits, mais sur de l'hexadécimal, voilà, hex, pour voir un petit peu ce qui passe. Parce qu'après, on va avoir moyen de modifier cette rame-là et de rejouer avec la modification. D'intégrer les modifications et de renvoyer le signal avec des valeurs modifiées. Donc, il y a un générateur qui existe. On vient effectivement reprendre le signal initial, lui faire comprendre que nous, on veut un affichage en hexa pour retrouver l'outil. Voilà. Et après, si on regarde un petit peu le code source, moi, je suis allé chercher le code source de... Donc, les modulations sont là. Donc, je sais que je suis en 433. Je sais que je suis sur 2 types de modulation. Donc, je remets un petit peu les caractéristiques du signal avec le bonne fréquence pour qu'il charge l'intégralité des configurations radio, donc le signal qui va être émis, mais pas le contenu de la trame qui sont les bits et donc l'information utile. Donc là, je configure la radio et après, je modifierai l'information utile pour changer justement ce que j'ai pu capturer à 21 degrés et 141 kg de pression, je vais les changer. Donc je vérifie quand même que ce que ma manip a bien marché, que je suis capable de réémettre. Donc j'envoie les 2 trames et elles réapparaissent. Donc ma manip a marché, j'ai rechargé le signal et je suis capable maintenant de modifier les données. Donc après, il faut savoir à quoi ça correspond tout cela et si ce qu'on voit là, c'est bon. Donc en faisant du rétro-ingénierie, du code qui était fourni au départ qui permet d'afficher ça, moi je sais que les 2 premiers bits là, ça va être la température, qu'après ça va être la pression. Et après, il y a un code de vérification, un CRC, un code de redondance cyclique, qui permet de valider la trame. Si ce code-là n'est pas bon, il estime que la trame est fausse. Donc il faut savoir comment modifier ça. Et en partant du code source initial, j'ai un peu d'algorithme qui me permet de mettre les valeurs adéquates par rapport aux températures et la pression que je voulais. Donc là, les pressions et la température que je voulais passer de 21 à 23 et la pression à 200 kPa.
Ce qui se passe, c'est que j'ai fait modifier que sur la première ligne. Donc, quand il va me rejouer les deux, il n'y a qu'une seule ligne sur les deux qui va être modifiée. Et là, c'est ce qu'on voit. Je suis passé à 200. J'ai mes 23. Donc, pour ce capteur-là, avec cet identifiant-là, bah, je suis capable, si votre voiture passe dans la rue, si je rejoue ça, il va comprendre ça et pas la valeur du capteur. Parce que le signal, déjà, il n'y a pas de vérification comme quoi je ne peux pas le rejouer. Et il n'y a pas de vérification du contenu, il est bon, il n'est pas bon. Donc, c'est des vérifications. En plus, ça passe en clair, puisque les valeurs que j'ai mises là en hexa, elles ne sont pas chiffrées. Elles sont juste traduites au lieu d'être en décimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont en hexa et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Voilà. Donc, on a vu que aisément, on est capable de capturer une trame et de la rejouer par la suite. Donc, vous imaginez que vous êtes tout seul sur l'autoroute, il y a une voiture qui arrive derrière vous, il fait nuit, c'est moi qui suis dedans. Bon, j'ai quelqu'un à côté parce que j'ai pas le droit de toucher, je suis au volant. Je me focalise que sur ma conduite. Par contre, mon petit collègue à côté, il a le petit ordinateur, il a son petit AKRF, on est à peu près une vingtaine, trentaine de mètres. Parce que là, de toute façon, tout ce que j'ai vu, moi j'en ai vu passer là-bas des véhicules. Donc à 30, 50 mètres, je suis à la même vitesse que lui, il y a que lui, donc si je vois des signaux, c'est que lui. Par malheur, il a des petits capteurs que vous avez qui passent, qui circulent là. Je chope sa trame, j'identifie qui il est, j'ai ma petite mécanique, parce que là, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de temps à passer plus sur le sujet, mais je génère exactement ce qui va bien. Et d'un seul coup, j'ai repéré que dans 5 km, il y a une aire d'autoroute. J'attends un petit peu. Arrivé à 500 mètres de l'aire d'autoroute, je balance ma trame. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur son tableau de bord? Eh ben, on va lui dire que défaut pneu arrière. Ah bah, ça tombe bien, une heure d'autoroute, je me ramasse. Et puis après, bah, voilà, on peut imaginer ce que peut faire l'autre personne. Donc, autre objet sur lesquels on a fait des tentatives, des détecteurs incendie. Des détecteurs incendie. Donc, eux, ils ont plusieurs ils ont plusieurs fréquences de fonctionnement. Vous la pilotez, vous la configurez à partir, vous avez les signaux d'alerte sur votre smartphone, directement à la centrale en local, donc ça, c'est du Bluetooth. La centrale, elle peut envoyer des informations à distance sur les serveurs parce que comme vous n'êtes pas censé forcément être sur votre lieu de travail ou sur le lieu où il y a la centrale, enfin où il y a les capteurs, vous êtes quand même informé de l'information. Donc, elle est connectée en Wi-Fi à Internet ou autre chose. Et il y a les capteurs en eux-mêmes, entre eux, qui eux discutent sur une autre fréquence. Donc vous avez du 2 Go 4 et, en Bluetooth et Wi-Fi, et vous avez du 869 sur les détecteurs entre eux, puisque quand il y en a un qui sonne, la centrale renvoie l'information à tous les autres, ou les autres les voient, ceux qui sont à proximité, donc tout le monde sonne, tout le monde voit. Donc pas avec mais j'aurais pu le faire avec celui-là, avec une autre plateforme de radio logiciel qui est présent sur le stand là-bas. J'ai capturé le signal quand il y avait une alarme, et je me suis dit, bah, je vais essayer de rejouer, hein. Ça a sonné une fois, peut-être sonné deux fois. Donc, toujours avec le même outil, quand la centrale discute et renvoie des informations, bah, j'ai pu voir à peu près sa fréquence de fonctionnement, puisque une FFT permet d'avoir la fréquence de fonctionnement du signal. En déduire on va dire les sous-porteuses pour la modulation. Et donc, on voit dans le signal qui est acquis, on voit qu'il y a effectivement tout un travail. Enfin, il discute et il envoie plein de fois la même chose, 35 fois, je crois, de mémoire. Et qu'à la fin, il parle beaucoup. Et quand on zoome un petit peu sur ces petits créneaux-là, ben, on s'aperçoit que tantôt c'est dense, tantôt c'est moins dense. Donc là, on est encore sur une modulation de fréquence. Donc là, j'ai fait un petit zoom. Ça se voit un peu moins, mais on distingue quand même que c'est plus serré et moins serré. Bon, les fréquences sont très proches quand même. C'était les deux red part et d'autres. Donc, des fréquences assez proches. Donc, j'ai capturé. J'arrive à avoir, par la même occasion, en faisant un petit peu d'analyse, les trames qui passent. Je revois effectivement les 35, les 34 premières salves. Les 35 salves, je les vois. Et la grande, je la vois également. Et j'arrive à voir qu'effectivement, les 34 premières, elles sont toutes identiques. Et que vers la fin, ça commence à changer. C'est là aussi où ça sonne. Et donc, en rejoignant le signal, même sans qu'il n'y ait pas de feu ou quoi que ce soit, le simple fait de l'avoir enregistré au moment où ça sonnait, je fais sonner tout le monde. Donc, en gros, si quelqu'un est à côté du bâtiment quand ça sonne une fois, il peut faire sonner intempestivement n'importe quand. Donc, s'il veut une pause à un moment donné, il fait sonner, puis tout le monde sort.
Autre dernier système hacké, c'était des prises, des prises connectées, des prises pilotables à distance. On est un peu sur la même prise que ce qu'on a vu de ce que j'ai découvert dans le bâtiment tout à l'heure. Sauf que là, on est sur des fréquences Zigbee en 2 Go et pas en 433. Et donc, le même fabricant propose des prises et des capteurs de température et humidité qui fonctionnent sur les mêmes fréquences avec du Zigbee. Donc, avec le même appareil, une AKRF, de la radio logicielle, Wireshark pour ceux qui connaissent pour espionner les trames. Ils sont capables de déchiffrer sur des trames acquises, retrouvées suivant différents protocoles, le Bluetooth, le Zigbee. On est capable de retrouver des informations. Donc, on confirme effectivement qu'on travaille à 2 Go 4 analyseur de spectre, parce que des fois ils disent qu'ils discutent en 2 Go 4, mais peut-être qu'ils en ont d'autres fréquences à côté. On ne sait pas. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils font ça qu'ils font exactement ça et qu'ils font pas autre chose à côté. Nous, on surveille toujours qu'il y ait bien que ça qui passe et pas autre chose. Et donc ensuite, on fait l'acquisition avec l'appareil, on l'analyse avec Wireshark, et quand on veut faire des modifs ou faire autre chose, on utilise des scripts pour reconstruire et chiffrer différemment. Alors au départ, effectivement, quand on fait l'acquisition de la trame, bien sûr, parce qu'on l'a piloté, on était à côté, on a fait l'action, ben, on s'aperçoit, alors le zoom n'est pas tellement correct, mais c'est chiffré. On voit qu'il y a Zigbee Security Header, Message Integrity Code, des données. Moi, je ne sais pas parler ça apparaît, c'est un peu des hiéroglyphes, il n'y a rien. Et de toute façon, on voit qu'on est dans la security. On fait quelques petites recherches sur le fabricant et on s'aperçoit que ce fabricant-là, il a l'habitude d'utiliser en Zigbee certaines choses. Puis quand on va sur les plateformes, on s'aperçoit que la puce qu'il utilise, comme vous achetez des fois des kits de développement, ça arrive, le kit de développement pour la prise en main classique, ils ont mis un code, machin, truc, et puis vous suivez l'application note et ça fonctionne. Et ben là, c'est pareil, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait un code par défaut. Je me suis dit, bon, Wireshark, il est intelligent, on peut lui fournir une clé. Et donc, en lui fournissant des clés, il est capable de déchiffrer si la clé est bonne, le signal. Bah, Banco, la première clé qui avait été donnée au fabricant, là, il n'a pas eu l'intelligence ou il a eu la fainéantise de la changer. Ce qui fait que bah, la clé, elle est connue de tout le monde, de toute façon, puisque c'est le fabricant qui la met dedans par défaut. Et ben, quand on lui donne à manger la clé, oups, miracle, on s'aperçoit que ce que j'ai envoyé tout à l'heure, bah, c'est une opération de lire les attributs, RMS voltage, RMS current, active power. Voilà, c'était une commande pour avoir les valeurs. Et donc, quand on applique ça au code suivant qui était également chiffré, on s'aperçoit que l'appareil lui répond et qu'il lui répond d'un status record, une 16 230, 11 et 0. Donc, en fait, on sait que la tension est 230, que le current, il est de 11, et puis que bah, 0, c'est pour dire que l'appareil est éteint. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'appareil derrière, il est off, la prise. Elle est off. Donc en fait, en faisant rien, quelques recherches sur Internet, on a réussi à choper la clé, on est capable de déchiffrer tout le truc. Et comme on est capable de déchiffrer les échanges, eh bien, on est capable, quand quand on va regarder la norme du Zigbee, ben, on est capable de déchiffrer toute la trame. Quand on est capable de déchiffrer toute la trame, ben, on est capable d'aller modifier les champs qui vont bien pour changer les valeurs. Et quand on sait faire ça, il suffit de renvoyer l'information à la même fréquence, avec la même modulation et les mêmes algorithmes utilisés, et bien de faire varier, de piloter à distance l'appareil. Bon, là, c'est du on-off ou la récupération d'informations. Donc, on a réussi à piloter à distance la prise. Et pour les capteurs de température, pareil, on s'est fait passer pour des capteurs de température. On a pu remonter des valeurs qui étaient erronées. Et puis, on a pu piloter la prise à la place de quelqu'un d'autre. Sur le stand qui est présent dans la grande pièce là-bas, toute vitrée, j'ai en place une manipulation où on a un capteur Bluetooth qui communique avec une application smartphone et l'application récupère les informations de température, humidité, accéléromètre. Et donc j'ai une attaque man in the middle qui fonctionne où le smartphone croit être connecté au device. Or, il n'est pas connecté au device. Il est connecté à ma machine qui se fait passer pour le device parce que quand le device il a parlé, je l'ai enregistré, j'ai récupéré toute sa configuration de ce qu'il propose comme information. J'ai cloné toutes ces informations. J'ai vu aussi son adresse MAC. J'ai cloné son adresse MAC. Et avant même qu'il se connecte, mon smartphone, au device,
et ben, j'ai créé un device virtuel. Enfin, je me suis d'abord connecté au device. Une fois qu'il était connecté, il n'apparaît plus parce que de toute façon, il ne dit plus qu'il est présent. Comme il n'apparaît plus, bah, je peux me faire passer pour lui parce que je connais tout son fonctionnement, ce qu'il propose. Donc, je me fais passer pour lui. Et maintenant, le smartphone, quand il croit se connecter au device, il se connecte à ma plateforme. Sauf que moi, tout ce qu'il demande au device, je récupère tout ce qu'il veut, je le fais passer à l'autre bout. L'autre bout qui est connecté au device pose ses questions, récupère les réponses, me les renvoie. Et après, je décide, moi, si je lui renvoie les bonnes informations, ou si je lui renvoie des mauvaises, ou si je ne lui renvoie pas. Vous verrez la démonstration tout à l'heure. On se fait passer pour le device. Donc, si jamais un device a cette faille de sécurité, ben, on peut se faire passer pour lui, voire même s'il ne l'a pas. À partir du moment où je me fais passer pour lui, si je ne réponds pas les bonnes questions, si l'application est bien faite, normalement, elle ne me répond plus. Donc, du coup, son device, il ne marche plus non plus. Donc, je me fais pas passer pour lui, mais il ne marche plus. Donc, il ne sert pas à grand-chose. Donc, en conclusion, bah, tout ce qui est système infrarouge, c'est quelque chose de très simple à copier, à reproduire. C'est pas sécurisé, il n'y a pas de chiffrement, il n'y a pas de processus d'anti-rejeu. Donc, c'est le mécanisme même de l'infrarouge. Donc, voilà, on peut très facilement euh, copier l'infrarouge. Après, sur les solutions radio, bah, s'il n'y a pas de chiffrement et que ça passe en clair, bah, je n'ai pas besoin de me casser le net pour renvoyer des informations, puisque c'est en clair que je l'envoie, c'est pareil. Si je peux les modifier, bah, s'il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de vérification, je peux aussi les modifier. Euh, Normalement, quand vous faites des produits, chaque clé est différente par produit. Ce n'est pas par gamme de produits, hein. Non, c'est chaque produit a une clé différente. Et quand on passe une information, on vérifie bien l'information. Vous verrez tout à l'heure que moi, sur les informations que je renvoie, je marque même You've been bound. C'est des caractères que je renvoie. L'application, ça ne lui coûte rien de vérifier que si c'est des caractères, vous ne l'affichez pas, c'est pas bon. Moi, je m'attends à avoir une valeur de température, c'est des chiffres. 21, c'est un chiffre, c'est pas un caractère. Même l'application, elle ne vérifie pas ce que je lui renvoie. Donc, on peut lui faire faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut que les clés soient robustes, bien évidemment. Hein. Si on garde la clé par défaut, ça sert à rien, parce qu'elle est connue de tout le monde. Et puis surtout, bah, comme en application tout à l'heure, avec les caractères ou pas, bah, si on sait détecter que c'est un caractère qui est renvoyé, bah, on sait tout de suite que c'était un chiffre que j'attendais. Oh, il y a une erreur là, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi, donc il faut remonter l'anomalie. Il faut dire au-dessus qu'il y a un problème sur l'information et puis effectivement montrer qu'il y a un défaut et mettre en place la contre-mesure qui va bien, au moins pour éviter que ça puisse se reproduire. Et pour tout ça, bah, les normes sont arrivées, elles commencent à être appliquées câbles et vous devrez les appliquer de toute façon en octobre l'année prochaine pour tout ce qui est device avec la directive RED, donc tout ce qui est device radio. Vous allez avoir la 18031 qui va s'appliquer. Vous n'y couperez pas à faire vos mots de passe robustes, à faire vos vérifications, vous remontez l'information, même si c'est un petit device qui est tout simple, quoi. Parce que si je me fais passer pour lui, imaginez un capteur sur un four qui vous dit que le four il est à 200 degrés, alors qu'il commence à monter à 400, 500, 600 degrés, que ça va foutre le feu partout dans le bâtiment. Mais c'est un simple capteur qui donne une information. Bah, s'il n'est pas chiffré, que je peux le modifier, je vais rappeler le pompier. Donc, voilà. Et puis bah, la suite de CyberInsa, parce qu'on continue quand même le projet, c'est pas fini. Ça va être Jérémy qui va le. Oui, on en est à peu près à la moitié. On ne l'a pas cité ici, mais on a aussi, enfin, vous avez réalisé des petits guides qui vont être bientôt disponibles sur le site du Crésit, sur l'achat ou l'analyse ou la conception d'IoT. Pour la suite, donc basé sur 10 attaques qui ont été réalisées, qui ont réussi, on va faire des petits challenges, notamment pour des compétitions où les étudiants, donc plutôt du CTF que certains connaissent bien, mais orienté pratique matérielle. Donc refaire les attaques de manière guidée sur les différents périphériques. Euh, donc oui, là, on est vraiment parti sur des IoT standards, hein. Si on prend le Zigbee, la dernière attaque, Ikea, c'est du Zigbee, Philips Hue, c'est du Zigbee, Lidl, c'est du Zigbee. Donc, c'est des protocoles non Wi-Fi, parce que parfois le Wi-Fi, c'est trop simple, qui sont censés être sécurisés pour tout ce qui est IoT, domotique. On a prévu aussi un escape game, donc en reprenant les challenges, essayer de construire un petit scénario, sortez de la pièce si vous arrivez à ouvrir le cadenas Bluetooth ou autre. Et donc, dans l'année aussi, comme aujourd'hui, hein, des conférences, des petites démos en lien avec la sécurité et l'IoT. Merci à tous les deux. Juste une phrase pour finir. Vous avez peut-être vu, dans tous les exemples que j'ai faits, il n'y a pas le mot Internet. Moi, j'ai attaqué à la source même où il y avait de la radio. Donc, je ne suis pas IoT,
Par contre, je suis connecté. Et donc, voilà, on peut attaquer et mettre le bazar sans être connecté à Internet. Et de toute façon, avec la RAID, à partir du moment où ça communique en radio, je n'y couperai pas Internet ou pas Internet pour la sécuriser. Voilà. Bravo. Merci. Il y a peut-être le temps même pour une question éventuellement. Sinon, vous pourrez poser plein de questions à Samuel, comme il l'a expliqué. Il a un stand à la pause. Merci Samuel. Voilà. Bien joué. On a passé un cran encore, hein. Bah, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Maintenant, c'est moi qui le dis, celui qui conçoit l'électronique. Donc, on ne s'y couperait pas. Donc, on voit que quand bien même on peut augmenter les principes de sécurité, le chiffrement, les mots de passe, etc. Déjà au niveau du transport, en rejoignant de la radio, on peut faire déjà pas mal de dégâts. Donc, avec des équipements purement analogiques, si on rejoue des trains qui sont passés, on peut embêter les gens. Voilà. On peut, mais normalement, non, parce que si quelqu'un a mis un compteur dans la trame, Oui, il enfin, voit que le compteur, normalement, ça passe pas. Le normalement. CRC, ça passe pas. Il y a plein de petites, et ça coûte rien en plus. Alors, ça coûte rien, sauf que aujourd'hui, il y a des technologies, enfin, il y a des technos qui utilisent des protocoles qui sont standardisés, etc. Et donc, il en existe pléthore aujourd'hui. Certains sont largement déployés sur le marché. Est-ce que ça veut dire que ces protocoles-là qui ne sont pas je veux dire, sécurisés contre le rejet de trame doivent disparaître? Alors, comme disait la gendarmerie, vous êtes conscient que ce protocole-là, il a une faille. Donc, à vous de vous débrouiller pour superviser de manière différente ou de renvoyer une information où vous avez une information supplémentaire. Parce qu'après, c'est de la data qui passe. Donc, pour récupérer et voir que l'information est vraie ou pas. Non, c'est pas si simple en fait. Non, c'est pas simple. C'est pas si simple parce que c'est pas forcément sensible. possible. Non. Il y a des protocoles qui sont dans certains métiers préconisés, utilisés. Mais aujourd'hui, ils ont On n'a pas failles. la maîtrise. Oui. Dans l'industrie, tous les protocoles série, pratiquement, ne sont pas sécurisés. Ben, voilà. Et donc aujourd'hui, Et on le sait. Et on sait qu'il y a une faille. Donc ceux-là, on ne les met pas sur Internet, on ne les met pas accessibles à un réseau, on ne met Oui, pas de voilà. passerelle. Ben oui, mais Hmm. il faut le savoir. On ne met pas la passerelle ou alors il faut la blinder. Oui, il reste la passerelle comme moyen de verrou. Oui, c'est ce que disait Mélodie. On structure et on sectorise pour sécuriser à différents endroits, pour bloquer à l'endroit qui va bien. Mais on est conscient que par défaut, le produit a la faille, comme tous ceux qui ont certaines librairies C, où à partir du moment où vous utilisez la librairie, ben, vous savez qu'elle est plus bonne. Donc, c'était des hints ou des choses comme ça, certaines peuvent les utiliser. Après, certains protocoles sont aussi mis à jour avec des sécurités en plus. Et puis, il y a la réglementation dont on va parler maintenant avec la prochaine intervention. Voilà, voir un peu qu'est-ce que la réglementation impose déjà ou va imposer et en quoi ça peut aider aussi. Mais effectivement, tout n'est pas possible. Mais malgré tout, le protocole infrarouge dont a parlé Samuel en premier, il n'y a pas de mécanisme inclus dedans. Ça ne vous empêche pas, dans les données, de rajouter des choses. Ça ne vous empêche pas de les chiffrer avant de les transmettre sur l'infrarouge. Et ça, c'est le logiciel, c'est l'applicatif. Même si vous suivez en fait le protocole, les entrées et les sorties en fait sont liées à l'applicatif. Donc contrôler en fait ce qui rentre et ce qui sort, voilà, ça peut faire partie de la sécurité applicative. Bah oui, mais quand on s'insère sur quand les protocoles. Désolée, je vais vous interrompre. Parce qu'on va passer à la présentation suivante et puis voilà, vous aurez le temps à la pause déjeuner d'échanger sur ce sujet-là. Donc, du coup, j'appelle maintenant Monsieur Coquet de Lexing Technologies qui va nous présenter justement les risques côté réglementaire et puis les impacts que ça peut avoir sur la partie notamment juridique. Je vous laisse, Bonjour. Donc on a vu qu'effectivement les objets connectés n'étaient pas exempts de vulnérabilité. Le fait qu'on n'ait pas plus de défaillances, et aussi le fait parce que les vulnérabilités ne sont pas forcément exploitées, à part
personne qu'on vient de voir, et donc ce n'est pas forcément un gage de sécurité suffisant pour s'abstenir d'être impacté par toutes les réglementations, les risques et les impacts. Et Dieu sait que ces dernières années, on a été gâtés, entre guillemets, au niveau des différentes réglementations. Et quand bien même, effectivement, aujourd'hui, les industriels ne sont pas forcément embêtés, entre guillemets, sur la sécurité de l'IoT, beaucoup de textes sont déjà en place et applicables et peuvent faire l'objet de sanctions assez lourdes, ce qui va peut-être motiver effectivement les industriels à apporter des solutions aux vulnérabilités qui sont connues. Ce qu'on va essayer de parcourir, c'est le contexte et les enjeux, le cadre réglementaire et les obligations, comment se mettre en conformité, les vulnérabilités et les menaces, c'est ce qu'on a évoqué, en quelle mesure en fait, ces vulnérabilités sont exploitées et représentent une menace, et les impacts qui vont peut-être remettre la raison aux industriels pour prendre en considération les différentes corrections qui sont nécessaires. Alors, des chiffres, ça fait toujours un peu tourner la tête. À 15 milliards d'objets connectés en 2024, plus que des humains sur Terre. Prévision 30 milliards d'ici 2030. C'est quand même aussi un chiffre assez étonnant. 60% des entreprises industrielles utilisent déjà des capteurs connectés pour la maintenance, la production ou la logistique. Ce n'est pas que dans le domaine industriel. On l'a aussi dans le grand public. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on disait que la Barbie allait être connectée et pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc les jouets de vos enfants connaissent aussi cette transformation. 75% des foyers européens possèdent au moins un objet connecté. On parle de caméras, d'enceintes, de thermostats, de montres, etc., etc. On avait quelques exemples aussi sur l'automobile. Donc en fait, c'est vrai que les objets connectés sont partout et forcément avec leur lot de vulnérabilités et les menaces qui en découlent. Donc chaque capteur, chaque caméra, chaque montre ajoute une portée d'entrée dans le cyberespace. Bien souvent, effectivement, elles sont connectées à Internet. Et donc, ce qui fait qu'en fait, elles communiquent et peuvent parfois être aussi des vecteurs d'attaque, on le verra tout à l'heure. Plus de 400% d'attaques IoT en 2024. Bah, forcément, comme on le voit, ce sont des objets qui ne sont pas forcément très sécurisés, donc ils peuvent être utilisés soit pour attaquer directement l'objet ou comme rebond. Et c'est ce qu'on a eu sur le botnet Mirai, qui a été un outil qui a paralysé plusieurs sites en 2016 via des caméras IP mal sécurisées. Donc c'est ça aussi qu'il faut considérer, c'est qu'en fait souvent les industriels imaginent que en fait, leur objet peut être la cible d'attaque exploitant ces vulnérabilités, mais c'est aussi ce qu'il faut considérer, c'est qu'en fait ces objets qui sont plus faciles en général à pirater qu'un ordinateur qui peut être plus sécurisé sont utilisés pour attaquer des cibles autres que les objets connectés. Donc ça c'est un élément qu'il faut considérer aussi. Au-delà du fait que sur Internet, on peut voir des sites fleurir avec l'accès à des caméras de vidéosurveillance ou des caméras domestiques non sécurisées, c'est aussi la possibilité de pouvoir utiliser ces caméras comme relais pour faire une attaque un peu plus importante, notamment des attaques d'os. Donc 98% des trafics IoT observés comportent des communications non chiffrées. Donc ça, c'est Palo Alto Networks. Donc c'est un peu ce qu'on évoquait plus ou moins tout à l'heure. Donc ce qui laisse quand même apprécier l'ampleur des choses, ne serait-ce que sur les aspects de confidentialité. Alors je crois que c'était 2024, oui. Ouais. Mais enfin, je pense que la tendance, mis à part avec les réglementations qu'on va évoquer et les sanctions qui en découlent, vont peut-être s'inverser. Mais bon, il y a quand même de la marge de progression, comme on le voit. Ça nous laisse un peu quelques années glorieuses en matière d'IoT. Alors, l'Union européenne, alors c'est toujours, ça vient toujours de l'Union européenne. En général, après, c'est transposé pour les directives ou applicable directement pour les règlements. Donc, on identifiait qu'en fait, les cyberattaques IoT coûteraient environ 15 milliards d'euros par an. Donc, c'est une source ENISA qui prévoit effectivement ces chiffres pour 2026. Donc, ce qui n'est pas neutre en soi. Et donc, l'Europe, depuis quelques années, a souhaité instaurer
un climat de confiance et de faire en sorte que ça devienne une norme. Et donc, c'est attaquer à ces différents sujets. Alors, pas directement forcément sur les objets connectés, on verra qu'il y a une réglementation qui arrive et qui va les aborder en particulier, mais aussi par rapport aux échanges de données qui sont mis en place et donc aux différents éléments qui composent ces échanges de données. Donc, c'est vrai que, comme souvent, en fait, les réglementations n'attaquent pas directement une technologie, mais plutôt les données, les moyens de communication, les opérateurs qui mettent en place. Donc, c'est surtout sur ces aspects-là qu'il faut rattacher la problématique de cybersécurité et d'objets connectés. Alors, pour vous donner un peu l'ampleur du décor, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le cadre réglementaire est riche. C'est qu'un extrait. Je passe tout ce qui est ondes et autres plaisirs. Donc, ça a commencé en 2002 avec la révision de la directive e-privacy. 2003 PECR, le fameux RGPD Nice version 1 GDPR en 2018, la transposition en Angleterre du GDPR, le Digital Markets Act, donc le fameux DMA et DSA qui fait parler beaucoup en ce moment avec les inférences avec les États-Unis, la transposition de NIS 2 qui est attendue, donc avec les opérateurs sensibles. Donc en 2025, c'est là où c'était l'apothéose, on a DORA pour la partie services financiers, le Data Act, le DGA, et donc on en parlait tout à l'heure pour 2026, le CRA, le Cyber Resilience Act, Digital Fairness Act, l'AIBIN, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, et la dernière phase de l'EIA, donc en 2027, avec les obligations applicables pour le CRA en 2027. Donc on voit qu'en fait, non seulement les réglementations se succèdent, mais se complètent, ce qui rend les choses assez complexes dans l'application. Donc tous les clients qu'on accompagne ont déjà la difficulté première d'identifier leurs obligations. Dans tout ça, par quoi je suis concerné? Alors, plusieurs critères d'applicabilité. D'abord, une applicabilité territoriale. Alors, si je reprends quelques exemples, par exemple, sur la partie RGPD, c'est sur le territoire de l'Union que le traitement ait lieu ou non dans l'Union. Alors ça, c'était une problématique qu'on avait quelques années, c'est qu'en fait, les Américains nous disaient, mais vous êtes bien gentils, mais notre réglementation, elle ne s'applique pas sur le territoire européen. Les serveurs sont aux États-Unis, ce qui se passe en Europe ne nous concerne pas. Et donc, avec le RGPD, on a un principe d'extraterritorialité qui s'est imposé dès 2016. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que quand bien même, en fait, les moyens de traitement ne seraient pas au sein de l'Union européenne, dès lors qu'en fait, les personnes concernées par ce traitement se situent au sein de l'espace européen, dans ces cas-là, le RGPD notamment et d'autres réglementations s'appliqueraient strictement. Donc dès lors qu'en fait, un objet connecté échange des données, alors on parlait tout à l'heure d'adresse IP, qui plus est d'adresse MAC, des données qui pourraient être considérées comme des données à caractère personnel, ils sont dans le scope de responsabilité du RGPD. Dès lors qu'il y aura une violation de données, dans ces cas-là, en fait, l'industriel serait dans l'obligation de notifier en fait, les incidents de sécurité à l'autorité compétente, en France, la CNIL. Donc, lorsque les sorties produites par les systèmes d'IA sont utilisées au sein de l'Union, effectivement, on a le fameux RIA qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est pareil, effectivement, c'est les systèmes d'intelligence artificielle mis en place sur l'espace européen, mais également ceux qui produisent des données qui pourraient être traitées au sein de l'Union européenne. Donc le caractère extraterritorial, depuis 2016, il est dans quasi toutes les réglementations. Ce qui fait qu'en fait, tous les objets connectés qui viennent, on parlait tout à l'heure de Chine, sont concernés par ces réglementations dès lors qu'en fait, le traitement est mis en œuvre et concerne des citoyens de l'Union européenne, et même voire des résidents. Donc les données, donc ça c'est un élément important aussi. Donc au-delà de la territorialité, on va aussi considérer des données. Donc le RGPD, comme tout le monde le sait, c'est les données à caractère personnel, mais ce qu'on sait peu aussi, c'est qu'il y a une réglementation qui concerne les données à caractère non personnel, qui est le Free Flow Data, qui encadre notamment les open data et autres, qui va aussi réglementer en fait, les données qui ne sont pas des données à caractère personnel. On va aussi considérer plutôt dans les réglementations type produit, en fait, les acteurs qui mettent en place. Donc, concernant le RIA, on va considérer les fournisseurs, les déployeurs, les mandataires, les importateurs, les distributeurs des systèmes, même les opérateurs.
Donc ça, ce qui permet de sensibiliser sur les systèmes IA, la fameuse Barbie qui va être connectée sur Internet et pouvoir répondre à votre enfant en utilisant l'intelligence artificielle, va devoir effectivement considérer cette nouvelle réglementation. Peu importe la qualité qu'on peut avoir, ça peut aller de Mattel, je crois, jusqu'à son distributeur, qui sera concerné par cette obligation de respect du RIA. Notamment avec des choses qui sont renforcées, qui concernent les enfants, enfin, les personnes, ce qu'on appelle les personnes vulnérables, notamment les enfants, pour lesquels on va avoir des précautions toutes particulières en matière de sécurité des systèmes d'information. La directive NIS 2, alors on attend la transposition, elle est déjà applicable en droit belge, par exemple. C'est les opérateurs de secteurs critiques et hautement critiques. Donc là, effectivement, imaginons dans une centrale nucléaire des objets connectés ou dans des secteurs hautement critiques, hein, des objets connectés qui devront faire l'objet de sécurité complémentaire pour pouvoir répondre aux cadres réglementaires. Et enfin, la technologie. Donc, je reprends le RIA, c'est les systèmes d'IA. Concernant le CRA, c'est tout produit comportant des éléments numériques mis à disposition sur le marché dont l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible comprend une connexion directe ou indirecte, logique ou physique à un dispositif ou un réseau. Une fois que vous avez dit ça, vous avez à peu près tout dit. Donc, ce qui veut dire que le coup de chapeau, ça va être le CRA jusqu'en 2027, où là, on va avoir un réel texte qui va pouvoir traiter de tout de tous les produits, notamment les objets connectés. Dedans, il y a d'autres produits, mais ceux-là seront forcément impactés par le CRA. Et là, on va pouvoir traiter ces problématiques liées à la sécurité de l'IoT dans ce cadre-là. Alors, vous voyez, en fait, la difficulté qu'ont nos clients quand on adresse ces sujets-là, c'est qu'en fait, il faut déjà déterminer le cadre applicable, en sachant qu'il peut être cumulable. Vous pouvez faire de l'intelligence artificielle avec des données à caractère personnel. Vous pouvez avoir des produits qui contiennent de l'intelligence artificielle sur la notion de traitement au sens large, donc la connexion à Internet plus appel d'un LLM, donc, et avec des données à caractère personnel. Donc, vous pouvez cumuler tout ou partie de ces réglementations. Alors, il y en a certaines qui sont spécifiques, donc qui sont plutôt verticales, notamment DORA pour les services financiers et bancaires. Mais pour le reste, on peut tout à fait imaginer avoir une application sur différents contextes. Ce qui rend compliqué la mise en application. Notre travail, c'est aussi de faire en sorte de faire un socle de sécurité commun à tout ça. Alors, c'est un peu le pendant de l'exercice, c'est qu'en fait, à force de trop réglementer et avec une approche différente, typiquement, moi j'ai un client aujourd'hui qui se dit mais je suis DORA, mais est-ce que je suis NIS 2? Je suis DORA, mais j'ai donné un caractère personnel, les obligations ne sont pas les mêmes, les obligations de notification ne sont pas les mêmes, comment je procède? Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un socle commun de sécurité qui soit applicable aux objets connectés, mais comme tout autre traitement de données, que ce soit des données à caractère personnel, des objets, des produits, de l'IA, etc. Donc on essaye de faire un socle commun de sécurité de façon à pouvoir faciliter la mise en application de ces obligations réglementaires. Si on reprend les vulnérabilités, c'est ce que vous avez plus ou moins évoqué tout à l'heure. Vulnérabilité, ça ne veut pas dire forcément menace. Vulnérabilité sera une menace que si elle est exploitée, c'est le propre de la vulnérabilité. Alors, je refais un dernier, parce que du coup, je suis expert du Club EBIO, c'est le genre de choses sur lesquelles on insiste, parce que typiquement, DORA va, lui, dans son périmètre, va aller jusqu'à la vulnérabilité, ce qui change fondamentalement les choses. DORA, c'est une révolution en matière de sécurité, c'est qu'on va largement en amont sur la vulnérabilité, mais on va largement en aval aussi sur la notion de résilience, sur le fait de faire perdurer l'activité, y compris lors d'un incident de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La sécurité évolue aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a constaté que les incidents de sécurité, c'était un lot commun. Il suffit de regarder les stats et pas forcément des choses qui sont très compliquées. Aujourd'hui, ce qui ressort de plus sur les incidents de sécurité, c'est le phishing et ransomware. On est très loin du hacker du bout du monde dans un pays avec une capuche exotique, avec une capuche qui va essayer de faire une attaque d'os, etc. Souvent, c'est des personnels internes, comme on le dit souvent, et souvent, c'est du phishing et du ransomware. J'ai été pendant 1 an réserviste à la police nationale. C'est pas aussi extraordinaire ce qu'on constatait que ce qu'on voulait bien imaginer. On déchantait un petit peu sur les cas, c'est
un administrateur réseau qui part d'entreprise et qui met un peu le capharnaüm en partant. C'est effectivement les phishing et ransomware. C'est effectivement ce genre de choses, plus que les attaques extraordinaires qu'on peut imaginer dans notre 4 heures chrono. Donc les mots de passe faibles ou codés en dur, accès non autorisé facilité, absence d'authentification forte ou MFA, en pensant les mots de passe. Les réseaux non sécurisés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, données transmises sans chiffrement, risque d'écoute, d'interception ou de spoofing, tout ce qu'on vous a démontré tout à l'heure. L'interface d'écosystème non sécurisé, données transmises sans chiffrement, risque d'écoute, c'est un mauvais copier-coller. Mécanisme de mise à jour vulnérable, absence de signature numérique, possibilité d'injection de code malveillant. Ça, c'est des choses aussi qu'on n'a pas forcément identifiées tout à l'heure, puisqu'on était plutôt sur les coûts de reproduction. Mais typiquement, c'est aussi la possibilité d'injecter dans ces objets un comportement qui n'était pas celui initialement prévu et qui peut avoir un caractère malveillant. Les composants obsolètes ou non corrigés. La protection de la vie privée est insuffisante, donc c'est ce qu'on vient de voir par rapport au RGPD, c'est le fait de transmettre des informations en clair. Donc c'était les fameuses enceintes que tout le monde connaît qui, il y a quelques années, répondaient à des questions qui avaient été posées par un autre utilisateur. Alors parfois, c'est pas très grave, parfois c'est plus gênant. Non-conformité au RGPD, transfert et stockage de données non sécurisées, données non chiffrées au repos ou en transit, risque de fuite ou de compromission, c'est ce qu'on évoquait. Mauvaise gestion des appareils, inventaire incomplet des équipements, ça c'est surtout dans les entreprises. L'absence de surveillance et de segmentation du réseau, les paramètres par défaut non sécurisés, on disait tout à l'heure, les mots de passe ou les clés de chiffrement qui sont celles mises en place par l'industriel, les comptes administrateurs actifs, les protocoles non nécessaires ouverts, ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi. L'industriel s'est engagé à mettre en place tel protocole et on pourra en trouver d'autres. Et le manque de durcissement physique, accès physique possible au port, au firmware, absence de protection contre le sabotage. Donc les vulnérabilités, ça c'est le top 10, elles sont connues. Concernant l'IoT, d'ailleurs ça ne concerne pas que l'IoT, c'est aussi des vulnérabilités qu'on trouve sur des traitements autres, mais qui sont effectivement pas ou peu traitées dans le cadre de la sécurisation de ces objets-là. Les besoins de sécurité, ça c'est un élément important avec mes clients, c'est quelque chose sur lequel on se parle, parce que quand on parle de RGPD, on parle de confidentialité, mais pas que. Quand on parle de résilience, on parle de disponibilité, mais pas que. Les objectifs de sécurité se comprennent sur ces trois critères-là qu'il faut considérer lorsqu'on fait une analyse de risque. Première chose, c'est la disponibilité, c'est la propriété d'être accessible, utilisable à la demande par une entité autorisée. On pourrait imaginer ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, qu'effectivement, le fait de prendre possession de l'appareil, ça nous permettrait de l'invalider. Donc le rendre non opérant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la démonstration juste avant, je ne sais pas l'avant, mais c'est quelque chose qu'il faut imaginer aussi comme étant une conséquence d'une attaque informatique. Le fait de rendre inopérant, alors ça peut être anodin sur ce qu'on a vu comme ce matin, mais imaginez un pacemaker, imaginez qu'il est connecté, imaginez la différence d'appréciation. L'intégrité, propriété d'exactitude et de complétude, on parle souvent de l'exactitude, mais la complétude, c'est aussi un élément qui peut provoquer un comportement non attendu. Vous parliez tout à l'heure de la pression et de la température. Imaginons que un des éléments n'était pas complété. Qu'est-ce que ça donnait côté logiciel client? Est-ce que ça pouvait faire planter le logiciel client? J'en sais rien. Enfin, c'est des choses qu'il faut envisager. Donc, deuxième critère qu'il faut envisager d'un point de vue sécurité, c'est l'intégrité. Et enfin, celui qu'on connaît davantage parce qu'il remplit nos pages Internet, c'est la confidentialité, c'est la propriété selon laquelle l'information n'est pas diffusée ni divulguée à des personnes, des entités ou des processus non autorisés. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans votre démonstration. C'est le fait que vous puissiez accéder à des informations pour lesquelles, notamment pour les véhicules qui circulent à côté de vous n'étiez pas autorisé à consulter ces informations. Donc c'est souvent ce critère-là qui est le plus emblématique parce qu'on en parle beaucoup. Mais sachez qu'effectivement, lorsque vous faites une analyse de risque, notamment sur les objets connectés, il faut aussi considérer l'intégrité et la disponibilité. Notamment, alors là, on parle d'éléments qui peuvent être considérés comme des éléments de sécurité sur un véhicule. Imaginez que vous les ayez rendus muets. Qu'est-ce qui se serait passé sur le tableau de bord? Un warning rouge, quelqu'un sur une route un peu obscur, en plein milieu de la nuit, après 2 heures de conduite, voit son tableau de bord s'éclairer de 1000 feux rouges multicolores.
quel est l'impact sur la personne qui aura. Alors, ce que je voulais mettre en évidence aussi, c'est qu'une vulnérabilité, ce n'est pas forcément une menace. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que si on savait, à notre petit labo aussi, le nombre de vulnérabilités qui existent versus celles qui sont vraiment exploitées, ça m'empêcherait de dormir. Ce n'est pas le cas. Il y a juste une chose qui fait la différence, c'est que elles ne sont pas exploitées, ces vulnérabilités. Pas toutes. Donc les entrepôts non protégés et sans surveillance, la menace, c'est le vol. C'est vraiment ça qu'on essaye de cibler. Et ça, c'est important dans les analyses de risque, c'est vraiment ça, en fait, on va essayer de traiter. Et sur les trois objectifs de sécurité qu'on a vus tout à l'heure. La procédure compliquée de traitement des données, c'est des erreurs d'entrée de données par caractère personnel. Pas de séparation des tâches, ça peut faire de la fraude, de l'utilisation non autorisée d'un système, comme ce que vous avez pu démontrer. Les données non chiffrées, c'est du vol d'informations. Là, on est purement sur de la confidentialité. Ça pourrait être autre chose aussi. L'utilisation de logiciels piratés, poursuites judiciaires, virus. Pas de revue de droit d'accès à accès non autorisé par des personnes qui ont quitté l'organisation, des administrateurs ou des personnes en entreprise, et pas de procédure de sauvegarde, c'est de la perte d'informations. C'est un peu dommage parce que ça, c'est une solution très efficace pour lutter contre les ransomware notamment. Alors, on va maintenant voir quels sont les impacts. Parce qu'en fait, on a vu, il y a des vulnérabilités, parfois elles sont exploitées, ça représente une menace, et quand la menace se réalise, quels sont les impacts? Alors, on va focuser plutôt sur les impacts juridiques, parce que c'est pour ça qu'on m'a sollicité, donc je vais focuser là-dessus. Donc, il y a les impacts sur les missions et les services de l'organisation. Typiquement, ce qu'on disait, une caméra qui est défaillante, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sécurité? Est-ce qu'on laisse tout le monde passer? Un badgeage qui est inopérant, est-ce qu'on laisse tout le monde passer? C'est aussi des règles de sécurité et de résilience qu'il faut imaginer en dehors de l'objet connecté. Qu'est-ce qui se passe quand la machine ne fonctionne plus ou fonctionne mal? Ça, c'est le premier point. Les impacts humains, matériels ou environnementaux, c'est vrai que l'impact environnemental, on le considère de plus en plus, surtout quand on en a 15 à 30 millions, 30 milliards d'objets connectés. Voilà, c'est des choses qu'il faut considérer. Impact sur la gouvernance, les impacts financiers, ça c'est quelque chose que les entreprises imaginent bien en général. S'il y en a un qui elles savent quantifier assez facilement, c'est les impacts financiers, les impacts juridiques et les impacts sur l'image et la confiance. La fameuse enceinte connectée. Alors, si les entreprises ne sont pas sensibles à la sécurisation des IoT, le régulateur a pensé à la bonne nouvelle. Il a prévu le package qu'il fallait bien pour le sensibiliser au fait de sécuriser son objet. Alors, le règlement européen, je passe, c'est quasiment acquis maintenant, c'est 4% du CA mondial, total de l'exercice précédent. Le montant de, voilà, 4% du chiffre d'affaires ou le montant le plus élevé des deux. Concernant le CRA, donc celui qui arrive en 2027 et qui va révolutionner un peu la sécurité des produits, dont les objets connectés, donc on est aussi sur une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 millions, ou si l'auteur de l'infraction est une entreprise, jusqu'à 2,5% de son chiffre d'affaires mondial. Le montant le plus élevé étant toujours retenu. Ça représente un élément suffisamment significatif pour sensibiliser. Dans l'entreprise, quand je travaillais pour la police nationale, je faisais beaucoup de prévention et sensibilisation. Alors, ce qu'on disait souvent, c'est qu'un euro en sensibilisation, c'est beaucoup d'euros en correction, mais alors, s'il y a bien un euro qui est efficace, c'est celui-là. L'euro de sanction, il est beaucoup plus efficace que n'importe quelle sensibilisation. Les réparations, alors toute personne, ça c'est un élément qu'il faut aussi considérer dans les impacts juridiques, toute personne qui a subi un dommage matériel ou moral ou du fait d'une violation du présent règlement, à savoir le RGPD, a le droit d'obtenir du responsable de traitement ou du sous-traitant réparation des préjudices subis. Action de groupe, alors c'est pas très à la mode française, on va dire, mais bon, ça vient quand même aux États-Unis, ça c'est quasiment plus efficace que la sanction, enfin la sanction pécuniaire. Donc ça, c'est un élément qu'il faut considérer aussi, et on le voit de plus en plus dans les textes européens, cette possibilité de faire des actions de groupe pour demander réparation. C'était une qui avait été passée par NOIB aussi, un organisme, une association européenne pour le paramétrage des comptes Facebook. Les sanctions pénales, alors ça c'est pareil, ça c'est un élément qui est efficace. Le code pénal pour le collecte ou traitement illicite de données à caractère personnel, c'est 5 ans d'emprisonnement.
Et aussi l'utilisation des données sensibles sans autorisation, c'est 5 ans d'emprisonnement. Ça, les dirigeants, ça leur parle. Alors, même si, dans la pratique, c'est pas ce qui est le plus mis en œuvre. Les autres sanctions, ça c'est pareil, c'est un élément qu'il faudra considérer. C'est alors qu'on retrouvait, enfin qu'on retrouve dans le RGPD, qui est repris dans DORA, qui est repris dans d'autres réglementations, c'est la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on parlait d'autorisation, notamment de mise en œuvre sur le marché européen. Bah, typiquement, on pourrait avoir une interdiction de mise en œuvre de ce traitement ou de cet objet qui utilise ce traitement au sein du marché européen. Et dans le CRA, ça va un peu plus loin. Donc, les autorités compétentes publient sur le site internet officiel sans retard injustifié toute décision d'imposer une sanction administrative contre laquelle il n'y a pas de recours une fois que cette décision a été notifiée au destinataire de la sanction. Donc, c'est la fameuse, on a l'habitude de le voir sur les articles de presse, tel organisme a été condamné parce qu'il a justement violé la vie privée de tel ou tel artiste. Et bien là, on aura la même chose et l'impact réputationnel, il ne sera pas neutre. Donc, en cas de manquement au CRA, vous pourrez avoir l'autorité compétente, alors probablement ce DORA, pardon, la CPR donc la CPR et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui peuvent mettre en évidence effectivement les manquements des banques, assurances, mutuelles ou autres sur leur site. Ça ne fait pas bonne presse, comme on dirait. Donc voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'en fait, au-delà de tout ce qu'on a vu sur les obligations de sécurité qui sont peu ou pas appliquées par les industriels, le contexte réglementaire au niveau européen transposé en droit français pour les directives ou directement par notamment le règlement européen sur la protection des données, vient rajouter en fait, des obligations de sécurité. Alors, ce que je n'ai pas forcément indiqué aussi, c'est qu'on a dans beaucoup de ces réglementations des obligations de notification de violation qui effectivement impose aux différents acteurs, peu importe où ils interviennent dans la production de l'objet connecté, de notifier aux autorités compétentes les violations de données. Donc, sur les 3 aspects, confidentialité, intégrité, disponibilité. Et donc, l'autorité peut même demander jusqu'à la communication aux personnes concernées des conséquences que ça peut avoir pour elles. Donc, c'est vrai que tous ces éléments vont se mettre en place, enfin, ont déjà été mis en place, vont se mettre en place avec le CRA, de façon à imposer aux opérateurs qui mettent à disposition sur le territoire européen, mais pas que, par le principe d'extraterritorialité, le simple fait d'utiliser ces objets sur le territoire européen imposera effectivement à ces acteurs de mettre en place des mesures de sécurité pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et protéger du coup les sites web. Merci. Merci, Monsieur Coquet. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée par rapport à cette présentation? Sinon, je vais commencer par une. Donc, vous avez parlé beaucoup d'industriels plutôt côté fabricant, j'ai cru comprendre. Mais c'est a priori aussi applicable aux distributeurs ou aux importateurs quand les produits ne sont pas conçus ou fabriqués en France? Même au niveau européen. Mais oui, c'est tout à fait ça. En fait, la difficulté, c'est que dans la réglementation, enfin, il y a des réglementations qui sont plutôt produits, comme le CRA ou l'AI, où on va parler plutôt de produits. Donc là, dans ces cas-là, c'est tous les fournisseurs, les importateurs, effectivement, les producteurs, les distributeurs qui sont considérés. Néanmoins, les autres réglementations imposent la responsabilité du traitement. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut être dans les 2 catégories sans difficulté. Mais effectivement, les dernières réglementations sont plutôt orientées sur les produits. Donc, en fait, dans toute la chaîne de distribution, en fait, on va considérer qu'il y a une responsabilité. Donc, on parlait tout à l'heure de l'étiquetage, entre guillemets. Ça fait partie aussi de la distribution de mettre à jour une notice en français, complète, exhaustive, etc. Donc, il y aura des obligations sur toute la chaîne de production des objets connectés. Visiblement, ce n'est pas encore le cas pour tous ceux qu'on peut approvisionner sur le territoire. Et vous avez aussi beaucoup parlé d'analyse de risque. Du coup, est-ce que ça, c'est peut-être une piste pour voir déjà quelles sont les menaces? J'ai cru comprendre, plutôt que enfin, on appelle ça analyse de risque malgré tout. C'est quoi vos conseils par rapport à ça? Alors, en fait, il y a plusieurs. Alors, c'est assez rigoureux comme exercice parce qu'on parle d'analyse de risque ou analyse d'impact, c'est pas tout à fait la même chose. Le risque, c'est plutôt au niveau IT, l'impact, c'est ce que ça représente au niveau du métier et du business.
la tendance se démocratise sur ces exercices en entreprise. La difficulté, c'est d'uniformiser avec les autres risques d'entreprise. Mais effectivement, c'est une bonne approche parce qu'on va vous demander dans l'exercice, notamment sur les BIOS, mais d'autres méthodes, de vous mettre dans la tête d'une personne malveillante. Et donc, à ce titre, de pouvoir imaginer les mesures de sécurité. Alors, dans certains cas, comme vous l'avez évoqué, c'est pas très compliqué de les imaginer, mais néanmoins, d'imaginer les mesures de sécurité à mettre en place. Et je pense que c'est un exercice qui est le plus efficace parce qu'en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, il faut mettre des mesures de sécurité adaptées au risque. C'est-à-dire que typiquement, quand j'enseigne il n'y a pas très longtemps, enfin, à l'IMT d'Alès, en fait, quand on fait l'exercice sur les analyses de risque, typiquement, on va imaginer des risques complètement improbables, vraiment improbables. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses, une démarche assez pragmatique ou mettre en place des mesures de sécurité qui sont vraiment spécifiques à l'objet qu'on met en place et aux données qu'on manipule. Donc, effectivement, c'est un bon exercice et je pense que c'est l'exercice fondamental pour mettre en place, pour identifier les bonnes mesures de sécurité et de les placer à un niveau adapté par rapport aux risques qu'on a identifiés. Effectivement, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Quand je revois des analyses de risque ou d'impact, je pense tout de suite assurance. Donc, j'imagine que les assurances vont bientôt pouvoir évaluer très finement ces risques et proposer des produits en conséquence. Alors, les banques et les assurances sont des acteurs très avancés sur la gestion des risques. Et s'ils l'ont oublié, il y a Dora qui arrive et ça les concerne directement. Ils n'ont pas attendu Dora. Je parlais de l'assurance pour l'industriel. Ouais, S'assurer contre le risque d'une cyberattaque et des impacts justement d'un manquement ou d'un défaut des produits qu'il aurait pu mettre sur le marché. Alors, c'est des choses qu'ils ont imaginées bien avant tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai travaillé quelques années comme directeur de sûreté chez Keolis, qui est un opérateur de transport public via la SNCF, et on souscrivait déjà à des assurances cyber. Donc, l'assurance cyber, en fait, ça se basait sur du 27001. Donc, on faisait effectivement toute une démarche 27001 avec l'analyse de risque, et en fonction de ça, il nous couvrait pour un préjudice qu'on avait établi. Donc ça existait, ça clairement avec le montant des sanctions. Alors la difficulté, c'est qu'en fait, on ne peut pas couvrir le montant d'une sanction financière par une autorité, par une assurance. On va pouvoir couvrir les dégâts subis par cette attaque ou cette violation de données, mais on ne pourra pas couvrir dans ce montant le montant de la sanction financière, ce qui est à peu près logique. Néanmoins, quand on voit le coût des violations de données, effectivement, enfin, nous, on y avait pensé, alors c'était en 2014, je crois. On avait déjà souscrit une assurance cyber qui était déjà sur le marché et très formalisée, quoi. Donc, ils n'ont pas attendu. C'est clair que je vous rejoins complètement. Par contre, ça va démocratiser un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est pas l'appel du gendarme, alors sans faire mauvais jeu de mots, mais l'appel du gendarme qui est le plus dommageable, c'est l'incident de sécurité, quoi. Il y a plus de chances que vous fassiez l'objet d'une violation de données plutôt que vous fasse repli par les autorités. Donc c'est clair qu'en fait aujourd'hui, les assurances cyber, elles visent en priorité les violations de données et pas forcément les sanctions administratives et financières qui peuvent être émises par les autorités. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il est temps de passer au déjeuner pour tous ceux qui sont ici. Donc cet après-midi, là, on a vu quand même pas mal de risques, d'enjeux, voilà, le côté réglementaire. Et cet après-midi, on va découvrir quelques solutions, notamment à travers des règles de bonne pratique, puisque finalement, dans ces réglementations, il y a quand même des pistes d'amélioration, de prise en compte de différents paramètres. Et puis, voilà, on verra des solutions concrètes sur le côté à la fois composants électroniques et puis aussi mise en place côté réseau IT, OT au sein des entreprises industrielles pour toute cette partie sécurité. Donc, écoutez, pour ceux qui sont ici, on se retrouve juste à côté autour du déjeuner. Et puis, pour ceux qui sont à distance, on reprendra à 14 heures. Enfin, pour ceux qui sont ici aussi, d'ailleurs, on reprendra à 14 heures. Bon appétit, à tout à l'heure.
C'est une présentation à mettre à jour pour toute la fête. Je vais vous en faire une. C'est vraiment ça. J'ai vu que t'es quand même rentré avec la connexion là. Ouais, ça se fait.